moi, je vais vous parler aussi d'immersion, son rapport à l'émotion. On a souvent l'habitude de les joindre ensemble, hein. D'un côté, d'un pôle, on a l'immersion et l'émotion, et de l'autre, on a la raison et la distance critique. Et puis, c'est cette opposition-là que je veux interroger aujourd'hui. Puis je suis assez content, je pense que ça va bien résonner avec la présentation de Jason. J'ai ma part aussi d'illusion d'optique à vous présenter et tout ça. Donc, je pense que c'est une présentation qui va bien résonner avec la sienne. Je voulais aussi remercier les organisateurs avant de continuer là, pour avoir adapté cette conférence-là en format virtuel, l'avoir bien fait. Et puis aussi pour la tisane, ce qui est vraiment une belle attention. Donc ça, c'est des petites choses qui comptent beaucoup. Alors moi, j'apprécie vraiment. Je suis très reconnaissant par rapport à ça. Donc voilà, ma présentation s'intitule « Des distances à prendre, des croyances à réviser, jeux vidéo, immersion et émotion ». Mais en fait, je pense que je vais avoir un propos plus général qui va concerner aussi la fiction, le cinéma plus en particulier, parce que même si mes exemples seront le jeu vidéo, je vais reposer surtout sur des théories du cinéma, en fait. Donc, juste pour contextualiser un peu mes recherches, ma thèse de doctorat concerne l'éthique de l'expérience émotionnelle du jeu vidéo narratif. Je me demande c'est quoi la contribution de l'émotion à la morale. Je me demande comment on peut donner de meilleures personnes, de meilleurs joueurs émotionnellement en jouant des jeux vidéo. Quelles sortes de jeux vidéo peuvent nous aider dans cet idéal-là. Et puis, plus concrètement, je me demande à quel moment une émotion que l'on vit est moralement appropriée. Et puis là, je donne un exemple avec Hellblade: Senua's Sacrifice, qui est un jeu d'action-aventure dans une perspective à la troisième personne, dont je vais reparler à la toute fin de la présentation. Donc, on suit une jeune guerrière qui a été exilée de son village, mais en fait, elle s'est enfuie de son village, mais après avoir après avoir été ostracisée, puis avoir connu toutes sortes de douleurs. Elle y revient pour y découvrir que son village a été dévasté par la guerre et la maladie. Et puis, on comprend en même temps que cette jeune femme-là a des hallucinations et des épisodes de psychose. Et parmi ces épisodes-là, elle va faire des expériences de mort. Donc, ça va être surtout montré dans les cinématiques, des courts films, disons, qui séparent le jeu de l'histoire, si on peut l'expliquer comme ça. Et puis, elle va faire des expériences de mort. Donc là, ici, ce qu'on voit, c'est qu'elle va percevoir son propre cadavre sur le sol, et puis elle va sentir que son bras est rongé par une pourriture qui prend tout son bras jusqu'à temps qu'elle soit complètement contaminée par lui, puis elle va mourir à son tour. Donc, elle va souffrir beaucoup, et puis ça va de soi qu'en tant que spectateur, on est dans une posture de spectateur à ce moment-là, qu'on ait de la compassion pour elle. Ce n'est pas juste une émotion appropriée, c'est une émotion qu'on pourrait même dire qui est moralement requise. Et puis, voilà, alors, pour arriver à savoir quand est-ce qu'une émotion est moralement appropriée, il faut d'abord se pencher sur la question, c'est quoi l'expérience émotionnelle du jeu vidéo? Dans la sphère académique, on va dire que l'immersion est vecteur d'émotion. Donc ça, c'est proposé plutôt indirectement, mais quand même. Puis l'idée, c'est encore là, et c'est pour ça que je vais parler de distance et de croyance, c'est l'idée que l'immersion comme l'émotion, c'est un manque de distance. C'est aussi les deux des croyances naïves, hein, c'est-à-dire qu'on va répondre à des illusions. Alors, dans cette présentation-là, je vais faire quelques précisions terminologiques. C'est quoi l'émotion? Quelle sorte d'immersion dont je vais parler aujourd'hui? Et aussi, je vais présenter deux idées qui supportent celle que l'immersion est un vecteur d'émotion. D'abord, la fiction en tant qu'illusion. Illusion partielle, là, si on va être plus précis avec on veut poursuivre l'idée plus contemporaine de ce modèle-là de la fiction. Et le modèle de l'émotion en tant que perception sensorielle. Donc, dès lors, on aurait un produit qui est vraiment l'émotion qui répond à l'immersion. Puis, je veux problématiser ces modèles-là surtout. Alors, pour ce qui est des précisions terminologiques, donc on va souvent distinguer dans la littérature deux types d'immersion, comme le fait Kaleya, ici dans son très important livre « In-Game from Immersion to Incorporation ». Donc, il y aurait l'immersion transportante. Le joueur se sent dans le jeu. Il ne voit plus la médiatisation. Il n'y a plus de frontières qui le séparent de son jeu. Donc, là, dans ce moment-là, c'est quoi l'effet? C'est une impression de réalité. Et puis, il y aurait aussi l'immersion
absorbante, où là, c'est plutôt le jeu qui est dans l'esprit du joueur qui apporte toute son attention. Et puis, bon, ça, on va retrouver ça surtout quand le joueur assimile un système de jeu comme dans les jeux de stratégie, par exemple. Là, ce n'est pas ce type d'immersion-là je veux parler, c'est le type d'immersion transportante parce que justement, c'est ce type d'immersion-là qui véhicule l'idée que l'immersion comme l'émotion est un manque de distance. Et puis, par rapport aux émotions, on retrouve deux grands paradigmes. D'un côté, la théorie cognitive de l'émotion, où l'émotion, c'est une conscience du monde. Lorsque j'ai une émotion, c'est toujours à propos de quelque chose. Ça, les phénoménologues appellent ça l'intentionnalité. On a toujours conscience de quelque chose sous l'effet de l'émotion. Alors, dans la peur, j'ai conscience d'un danger. Dans la culpabilité, j'ai conscience d'une faute. Dans la colère, j'ai conscience d'une offense faite par autrui. Alors, c'est la cognition qui prend les devants et le corps qui va répondre par la suite selon la théorie cognitive. Donc, j'ai peur parce que ceci est dangereux et donc je fuis. Ça peut être n'importe quelle réaction comportementale qui suit. Et on va dire qu'à ce moment-là, l'émotion est réceptive à la raison, c'est-à-dire qu'on peut discuter et en venir à calmer la peur ou la colère d'autrui par la discussion en amenant de bonnes raisons. Et de l'autre côté, on a une théorie physiologique de l'émotion qui tient son origine de Darwin, de William James et tout ça. Donc, l'émotion, c'est une combinaison de symptômes du corps. La peur, ce n'est pas la conscience du danger, ça serait plutôt la combinaison d'une accélération du rythme cardiaque, de l'assèchement de la bouche, du dilatement de la pupille et tout ça. C'est toute cette combinaison-là qui forme la peur. Donc, je réagis physiquement, physiologiquement, et ensuite, je prends conscience du danger lorsque je suis dans la peur. Et bien sûr, puisque ce sont des réactions qui sont très, très rudimentaires, physiologiques, on ne décide pas du niveau de notre rythme cardiaque comme ça, on va dire que l'émotion, sous cette théorie-là, est résistante à la raison. J'ai peur de quelque chose, même si je sais que ce n'est pas dangereux, je continue à avoir peur. Et moi, je m'inscris dans les théories cognitives, puis c'est celle-là que je veux défendre aujourd'hui. Alors, on va parler de l'idée commune selon laquelle la fiction agit comme une illusion, puis que l'immersion vient sécuriser cette illusion-là. Et puis, on retrouve cette idée-là dans le débat, les discussions autour du paradoxe de la fiction, qui est un problème centenaire. Donc, je n'irai pas dans les détails, mais juste pour vous le présenter rapidement. C'est un paradoxe, c'est 3 énoncés qui se terminent, ou plusieurs, qui se terminent avec un énoncé un constat d'étonnement ou de contradiction. Donc, d'abord, les émotions seraient des croyances. Une croyance, une adhésion à une vérité. Si je crois en Dieu, je crois que Dieu existe. Si je crois en la liberté, la justice, je crois que ces concepts-là existent. Bien, de manière similaire, l'émotion va suivre la croyance. Si je crois que j'ai gagné à la loterie, bien, je vais avoir de la joie. Puis si je crois, finalement, après avoir relu mes billets, mes numéros ne concordent pas, bien, je ne crois plus avoir gagné à la loterie, bien, là, je vais avoir des déceptions. L'émotion suit la croyance comme ça. Donc, ça, c'est le premier énoncé. Mais ne croyons pas que la fiction est la réalité. On sait que les personnages des événements n'existent pas réellement. Et pourtant, nous avons quand même des émotions envers la fiction, on sait que les jeux, les films font traverser toute une gamme d'émotions. Alors, ce n'est pas étrange, ça. Ça l'est. Et puis, c'est pour ça qu'on va essayer de trouver différentes pistes de dissolution. Donc, ce n'est pas tant des solutions, on veut juste essayer de montrer que ce paradoxe-là n'est pas si paradoxal. Et puis, moi, je vais suivre parmi toutes ces pistes de dissolution-là, c'est la deuxième. C'est surtout défendu par les théories de la cognition incarnée ou de l'embodiment. Donc, ce n'est pas qu'on ne croit pas que la fiction est réalité, c'est qu'on croit brièvement que la fiction est réalité. Ça, il y a une explication évolutionniste. On a évolué l'être humain pour réagir avant de déterminer la nature de la chose envers laquelle on réagit. Donc, dans la peur, je vais avoir peur avant de déterminer si la chose est dangereuse ou pas. Donc, lorsque je suis dans la salle de cinéma, je vois le Alien dans le film éponyme, et bien là, je vais me cacher les yeux. Et puis, c'est seulement par la suite que je vais réaliser que je ne suis pas vraiment en danger. Donc, c'est pour ça que je ne fuis pas la salle de cinéma en courant. Et ça, c'est une idée qui est défendue notamment par Torben Gödel, qui appartient à ces théories-là de la cognition incarnée, et puis qui défend, là, c'est dans un texte de 2009, mais dans un ouvrage de 2009, mais c'est une idée qui défend depuis environ une dizaine d'années à ce moment-là. Donc, je vous lis la citation ici.
In film viewing, the stupid robot neurons in the visual cortex are bombarded with often strongly emotion-evoking images. It is only further along in the PECMA flow that a special brain mechanism will evaluate the reality status of the images in order to control our responses to the images according to the reality status. Donc, le PECMA flow, là, juste pour expliquer rapidement, c'est son modèle de l'activité cérébrale, du traitement cérébral de l'information, qui est très holistique. Ça inclut des aspects perceptifs, émotionnels, moteurs, tout ça. Pardon. Contrary to the common credo that fiction demands a suspension of disbelief, it actually demands a modification of belief or a suspension of belief, so that film viewing does not produce full-scale illusions. Our brains were not constructed for film viewing, for a world in which it is possible to be exposed to very salient and complex moving images. Thus, even as we watch fictional films, it remains true that seeing is believing, because to believe in coming information is the default mode, and to disbelief demand special effort. Donc là, on comprend c'est comment l'émotion fonctionne, comment la fiction fonctionne selon cette théorie-là, c'est-à-dire qu'on a une perception ou une croyance, seeing is believing, donc c'est les deux un peu, locale, qui est générée, qui va générer l'émotion. Et puis seulement dans un deuxième temps, il y a une croyance plus globale qui vient rectifier la réaction, qui vient faire prendre conscience du statut de la réalité au cinéma, comme j'ai dit avec le Alien, « Ah, je ne suis pas réellement en danger, tout va bien ». Et puis Grodal va spécifier que ça explique comment on fait des expériences, comment les films proposent des expériences immersives. Donc, il va vraiment relier émotion, fiction en tant qu'illusion et immersion transportante dans ce cas-ci. Et le résultat de cette théorie, c'est une théorie, Grodal la défend bien, ça revient ailleurs aussi, c'est qu'on se retrouve avec un modèle de l'émotion en tant que perception sensorielle, et ça aussi, c'est problématique dans une certaine mesure. Donc, je vais juste l'expliquer un peu ici. Donc, selon ces théories-là, réagir devant un animal, un prédateur animalier, qui bondit en avant-plan dans une image en mouvement, c'est un peu la même chose que de réagir devant un vrai tigre qui bondit, mais dans une cage, qui bondit vers nous, mais on est protégé par un enclos, donc on n'est pas vraiment en danger, mais on va réagir quand même, on va avoir peur quand même. Parce que ce n'est pas juste une question d'illusion, c'est comment on est programmé. On réagit avant de déterminer la nature, la réalité d'une situation, c'est comme ça. Et là, on comprend que, donc, la théorie de l'émotion que propose Grodal, c'est une théorie qui est plutôt physiologique. Le corps réagit, ensuite la cognition reprend le contrôle du corps. Et puis, on va retrouver également ailleurs, ça c'est Jonathan Fromm qui nous propose cette illusion d'optique-là pour comprendre comment l'émotion fonctionne. Donc, c'est là que vraiment le modèle de l'émotion en tant que perception sensorielle va apparaître. C'est que, bon, ici, vous voyez l'illusion de Zollner. Il y a des lignes qui traversent l'image. Ces lignes-là paraissent converger entre elles, mais en fait, elles sont parallèles, mais on ne peut pas s'empêcher de les voir converger. Donc, si vous prenez une règle, vous allez voir, elles sont bien parallèles, mais on ne peut pas s'empêcher que même si on sait, une fois qu'on a constaté qu'elles sont parallèles, on ne peut pas s'empêcher de voir l'illusion d'optique, de les voir converger entre elles. Donc, l'expérience émotionnelle d'un film ou d'un jeu, c'est très similaire à l'expérience perceptuelle d'une illusion d'optique. Quand je suis immergé, je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur du monstre. C'est difficile de résister à cette peur-là. Donc, c'est un peu ça l'idée aussi. C'est pour ça que les deux types d'expériences sont très analogues. Et dans les deux cas, c'est une illusion qui domine notre expérience. Et là, on comprend qu'on a l'idée d'une émotion qui est une croyance naïve, qui peut se faire berner facilement, qui est très peu capable de discernement. Puis moi, je trouve ça problématique, surtout lorsqu'on défend une théorie cognitive. Ça, je vais continuer à développer ça au cours de la présentation, qui tire vers sa fin. Jonathan Fromm, qui proposait justement l'illusion de Zollner pour expliquer comment l'émotion fonctionnait, va nous dire par la suite que pour que la fiction suscite des émotions, elle doit reproduire des caractéristiques de l'expérience sensorielle de la réalité. Là, je mets réalité en guillemets, on va parler d'émotions prototypiques à ce moment-là. Donc, je n'irai pas dans le détail, mais en gros, il dit qu'il faut que la fiction ait une progression du temps qui est linéaire, qu'elle propose des données sensorielles de haute résolution, qu'elle touche tous les sens, que les personnes soient réellement fictionnelles. Donc là, je pense qu'il fait référence au jeu massivement multijoueur, qu'on puisse interagir avec les objets, que les objets respectent les lois de la gravité, qu'on ait une proprioperception également. Donc, tout ça participerait à créer des émotions plus prototypiques.
mais on se rend compte qu'il y a un certain déterminisme technologique qui vient avec cette idée-là. Les jeux de tir à la première personne en réalité virtuelle proposeraient des émotions prototypiques, alors que la littérature, un texte fixe abstrait d'un roman, n'en proposerait pas. Puis je pense que c'est problématique. Et c'est surtout problématique parce que sous la théorie cognitive de l'émotion, on ne réagit pas à des informations purement sensorielles, mais à quelque chose à laquelle on attribue du sens. J'ai peur parce que quelque chose est dangereux, mais pas parce que quelque chose comporte des informations sensorielles. Il y a une différence. Et puis, je pense que cette différence-là, on va l'approfondir, mais je pense qu'en fait, les théories de la cognition incarnée vont confondre deux types d'expériences que je pense qu'il faut bien distinguer. Il y aurait l'émotion, comme la peur, et il y aurait la réponse physiologique, comme le sursaut. Donc, dans la peur, j'ai conscience du danger, je l'ai dit, il y a un danger. S'il y a un danger réel, ma peur est rationnelle, sinon elle est irrationnelle. Mais un tigre qui bondit en avant-plan, c'est peut-être plutôt, d'une image, c'est peut-être plutôt quelque chose qui ressort du sursaut, hein, parce que là, je vois un air d'une dimension importante qui bouge rapidement vers l'avant-plan, qui rugit férocement. Donc là, c'est un effet audiovisuel qui va me faire réagir. Mais ce n'est pas un sursaut à propos du danger. On ne sursaute pas à propos du tigre, par exemple, comme on peut avoir peur du tigre. Ce n'est pas une conscience de quelque chose, c'est juste désagréable. Ça crée un effet désagréable. Si je tape dans les mains à côté de vos oreilles comme ça, je tape très fort, ça va être désagréable. Vous allez sursauter, vous allez cligner des yeux, même après la 15e, la 20e fois que je tape tout près de vos oreilles. Je ne le ferai jamais parce que je suis une personne respectueuse quand même. Mais reste que ça serait une réponse purement physiologique. Vous n'avez pas peur à ce moment-là. On comprend ça. Et puis, on comprend aussi que cette réponse-là, elle résiste à la raison. Je pourrais vous dire, vous n'avez pas besoin de réagir ainsi quand je tape, dans les mains près de vos oreilles, mais ça ne vous empêcherait pas de réagir. Alors, si on retourne, et puis je vais montrer à quel point je pense que ça vaut la peine de faire cette distinction-là. Si on revient à Hellblade, donc j'ai introduit ma présentation avec ce jeu-là, et si on s'intéresse plus précisément au cas de la peur pour autrui. Donc, suivant la première expérience de mort de Senua, donc ce qui arrive plus précisément, c'est que Senua va combattre des créatures, toutes sortes de créatures. Puis l'un des premiers combats, ça se termine par un échec qui était scénarisé d'avance. On ne peut pas s'en sortir. Pour qu'on nous explique quelque chose, c'est qu'en fait, plus on va échouer, plus Senua va être endommagé, c'est-à-dire que la pourriture qui attaque son bras va grimper et atteindre sa tête, et à ce moment-là, sa quête est terminée. C'est ce que le jeu nous dit dans la même cinématique, c'est-à-dire qu'on va devoir recommencer le jeu au complet. C'est une véritable mort qu'elle va avoir, pas une mort purement ludique à la Mario Bros, par exemple, que Mario ne meurt pas vraiment, c'est un échec. Donc là, on comprend qu'on va commencer à avoir peur pour Senua, parce qu'elle peut mourir véritablement. Et à la vue d'un monstre, ce n'est pas tant nous qu'on a une peur naïve pour nous-mêmes, mais c'est une véritable peur pour Senua, parce que le monstre représente un danger pour elle. Donc là, on a une peur qui communique plutôt avec la raison, on peut dire, parce qu'on peut dire que on a raison ou pas d'avoir peur pour Senua, parce que on peut être vraiment en situation d'échec ou non. Si je suis un bon joueur, par exemple, je n'aurai pas peur du monstre parce que je n'ai jamais connu l'échec, ça va bien aller, je ne m'inquiète pas pour Senua. Alors qu'à l'inverse, si j'ai déjà connu quelquefois l'échec, eh bien là, je peux avoir peur véritablement du monstre, puis me dire, bon, ben là, ça peut être la dernière fois, et puis Senua peut mourir pour de vrai. Et puis, on comprend que les propositions de Crodal et de Fromm n'expliquent pas cette peur pour autrui, cette peur qui serait purement sensorielle d'après eux, parce que, d'abord, cette peur-là n'est pas illusoire, n'est pas temporaire. Je peux avoir peur pour Senua tout au long du jeu, c'est une peur qui persiste, parce que tout au long du jeu, elle est en danger de mort. Et puis, si c'était une illusion, eh bien, tout le monde aurait la même peur. Tout le monde aurait la même réaction devant une illusion d'optique, tout le monde aurait le même contenu d'une perception. Mais le bon joueur, lui, sait qu'il n'a pas à s'inquiéter, alors que le joueur qui a connu déjà l'échec, il peut avoir raison d'avoir peur. Donc, il va avoir des expériences émotionnelles qui diffèrent à ce moment-là. Donc, c'est un peu sur ces points-là sur lesquels je veux insister en fin de compte. J'espère avoir démontré assez bien le premier point. S'il existe bien un phénomène d'immersion transportante,
les illusions que met en place la fiction ne suffisent pas à susciter des émotions, se limitent à provoquer des réponses physiologiques. Donc ça, je pense que c'est important de faire ces distinctions-là lorsqu'on étudie pas juste l'immersion, mais les jeux vidéo en général. Qu'est-ce qui suscite des humeurs, des affects, des émotions, des réponses physiologiques? Je pense qu'on a tout à gagner à avoir un vocabulaire et être capable de distinguer tous ces effets expérientiels-là. Et puis aussi de comprendre que l'immersion, ce n'est pas le secret de la création d'une expérience émotionnelle. Et puis ensuite, on comprend que l'émotion ne génère pas des croyances naïves et n'est pas non plus antithétique à la posture distante de la raison. Donc ça, c'est quelque chose que je ne pense pas nécessairement avoir démontré, mais c'est une réflexion sur laquelle je pense qu'on pourrait approfondir et que je pense que c'est une bonne piste de réflexion en fin de compte. L'émotion, ce n'est pas une croyance naïve, c'est une forme d'accès épistémique. On peut discuter à savoir si ma peur pour Sénua est valide. On peut s'entendre là-dessus, on peut la débattre, alors qu'une peur à propos d'une illusion d'optique, par exemple, on ne peut pas en discuter, on ne peut pas. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on a, ce qu'on ressent. Il n'y a pas lieu à débattre. Et aussi que l'émotion ne témoigne pas nécessairement d'un manque de distance. Hein. Là, dès que j'ai peur pour Sénua et pas une peur naïve pour moi, mais on comprend que je suis capable de séparer ma posture de la posture du personnage dans le jeu. Donc, je pense que c'est ça l'intérêt de suivre les théories cognitives de l'émotion. Alors, je voudrais vous remercier. Merci.